Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes The Podcast, je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte et cette fois, je suis avec mon ami Yannick Dahan pour une émission un petit peu plus, sympathique, agréable, moins triste et délétère que celle que nous avions fait sur Expendables 4 il y a quelques temps, tu vois. Puisqu'on va parler d'un film réjouissant. Déjà un vieux film. Un film qu'on a vu dans notre prime jeunesse. Ouais, prime, peut-être pas. Mais bon, si, remarque, oui. C'est 93. Ouais, c'est vrai. Voilà. Iron Monkey de Ian Whooping. Alors pourquoi Iron Monkey de Ian Whooping ? Parce que c'est ressorti chez HK Vidéo. Donc là, je vous montre la jaquette. Voilà, pour ceux qui nous écoutent en podcast, ils ne peuvent pas la voir. Mais, tu vois, on m'a envoyé le DVD chez Métro. Et en gros, HK, le Blu-ray, pardon. Et HK n'est pas mort, hein. Ouais, parce que c'est quand même, mine de rien, c'est ça qui est plutôt cool, quoi. C'est-à-dire que, bon, évidemment, c'est plus les fasts de la grande époque où on avait 3 John Woo qui sortaient toutes les semaines, mais enfin, j'exagère, évidemment. Mais là, en fait, il y a un petit retour avec ce film-là, Iron Monkey de Ian Whooping, film sympathique, j'ai envie de dire, tu vois. Même plus que sympathique. Plus que sympathique. Voilà. Film hyper attachant. Voilà. Film hyper attachant. Est-ce que tu nous pitches le film, Yann ? Oh, le film, il est relativement... C'est simple quand même. Oui, c'est très simple à pitcher. C'est c'est simple à pitcher. Après, il faut le replacer dans son contexte aussi. Pitch déjà le film, l'histoire. Pour le coup, c'est pas un film que tout le monde a vu. Il y a beaucoup de gens, enfin en tout cas ceux qui aimaient le cinéma de Hong Kong l'ont vu. Mais donc c'est très simple, c'est dans un petit village où il y a des autorités qui abusent de la population. Il y a une espèce de vengeur masqué, sorte de Robin des Bois des temps modernes qui se fait appeler Iron Monkey et qui vient en aide à la veuve et à l'opprimé. En gros, il vole les riches pour redistribuer l'argent. Aux pauvres, évidemment, il est pourchassé par les policiers. Au même moment, il va y avoir le père du légendaire Wong Fei-hung qui s'appelle Wong Ki-yin, incarné par Donnie Yen, qui va débarquer dans la ville et qui, par un concours de circonstances, va se faire enlever par la police son enfant. On va lui dire il faut que vous alliez retrouver Iron Monkey si vous voulez récupérer votre petit Wong Fei-hung. Et comme on se doute, ils vont d'abord s'affronter avant de faire cause commune contre les vrais méchants du film. Évidemment. Alors, tu voulais recontextualiser ? Recontextualiser parce que quand tu dis le film est assez bizarre parce que on le vend en Occident comme il a été un mélange de tout, ça s'est vendu comme une sorte de film de ninja ou après de film avec Donnie Yen parce que Donnie Yen est devenu par la suite une star. Faut pas oublier que Donnie Yen était un protégé un petit peu de Wen au départ et donc quand il a fait Iron Monkey, c'était quand même il avait déjà tourné des films, mais c'était jamais la star numéro 1. Non, par exemple, il était une fois en Chine 2, dans Once Upon a Time in China 2. Il était le méchant une fois en Chine 2, et donc c'est avec après... Des super bastons de malades. Et c'est après qu'il va décoller un petit peu. Donc on l'a vendu un petit peu comme ça, mais en réalité, le film, il s'inscrivait justement dans le cortège des succès de la Film Workshop, et il était une fois en Chine avec Jet Li, et il se posait presque aussi, même si les deux héros sont Yu Rongguang et Donnie Yen, ça se pose comme une sorte d'origin story ou alors, si on veut, de spin-off sur la jeunesse. Ça a même été vendu comme ça. Ça a été vendu comme ça là-bas. Et même c'était volontairement pensé comme ça par Tsuyark. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y avait toute une espèce de notion... recontextualisons le contexte, que tu viens de nous contextualiser. C'est-à-dire que en fait, l'énorme succès de la Film Workshop de Tsuyark au début des années 90, c'est Once Upon a Time in China. Ouais. Donc, c'est-à-dire cette façon de remettre au goût du jour la figure en fait légendaire de Wong Fei-hung. Ouais. Et en vrai, donc c'était avec Jet Li. On ne présente pas les films, hein, c'est des chefs-d'œuvre. Hein, les deux premiers sont absolument complètement dingues, quoi. Et en gros, l'idée de Tsuyark, c'était de dire quand Jet Li a commencé à se barrer, quand Jet Li a commencé à dire je veux plus trop jouer les rôles après le 3e et tout, en gros il a été question peut-être de se dire on va faire une préquelle et on va vraiment faire les origines en fait de Wong Fei-hung enfant, ce qui est devenu le cas du film. Mais par contre après le film ne s'inscrit pas vraiment dans la franchise. C'est pas un des 6 épisodes de la franchise. Non, il s'inscrit pas dans la franchise, même s'il reprend la musique mythique qui accompagne Wong Fei-hung et tout ça. Non, ça s'inscrit là-dedans. Je fais une précision sur ce que tu disais juste. Une contextualisation du contexte de la recontextualisation. Non, c'est que Jet Li, c'est juste que Jet Li s'est pas barré au 3e pour
Bon, il s'est fighté avec Tuar, que les choses soient très claires, et il a rejoint le pire du cinéma de Hong Kong à l'époque, qui était Wong Jing, qui faisait des comédies d'action dans lesquelles il reprenait non pas le personnage de Wong Fei-Hung littéralement, mais il reprenait des personnages qui évoquaient Wong Fei-Hung dans des Fong Sai-Yuk, dans des films comme ça, avant de finalement revenir dans la franchise au 6e épisode par l'intermédiaire, si je ne m'abuse, de Sammo Hung, et qui a permis de clôturer la saga de Tsuyark. Donc oui, ça c'est le gros contexte. Maintenant, c'est pas Wong Fei-Hung, pour être tout à fait honnête, qui est le plus intéressant dans. Non, mais il y a des Iron super Monkey. trucs au-dessus. Il y a des super trucs dessus. C'est à la fois une histoire de Robin des Bois, mais c'est vrai que c'est à la fois une histoire d'apprentissage aussi, puisqu'on y voit le jeune, on y voit le rapport qu'il a entre son père, assez autoritaire, et le Iron Monkey qui sont plutôt sympathiques avec lui. Donc, alors là, tu m'as appris tout à l'heure, tu vois, comme quoi je m'étais intéressé à une époque à fond à tous ces films-là, mais tu m'as dit le Wong Fei-Hung est en fait incarné par une jeune actrice féminine, et ce dont je ne me doutais pas. Eh ben, en fait, il faut en parler parce que c'est un petit peu précisé dans le Blu-ray. Le Blu-ray est bien foutu parce que en fait, ils ont repris des bonus qui étaient faits par Hong Kong Legends. En fait, c'était un fameux label anglais qui sortait les films dans les années 2000. Donc, tu as une interview de Tsuyark. Assez conséquente, mine de rien, une bonne demi-heure. T'as une interview de Donnie Yen, alors ça c'est Kekeland, parce que Donnie Yen c'est quand même le mec qui se la surpète et tout, il faut le préciser quoi. Très peu humble. Faut le dire, mais ça c'est Donnie Yen. Moi, on va en parler de Donnie Yen. Il y a pas mal de stars hongkongaises bien sûr, mais dans l'humilité. mais lui, c'est assez flagrant et surtout ça colle tellement pas avec le personnage en fait qui joue dans le film que bon voilà. Et en fait, cette petite gamine, qui, bon, maintenant, a 40 ans, mais là, elle avait 20 ans le temps de l'interview, c'est, excusez la prononciation, la Tsang Seman. Et ça, en fait, si tu veux, elle l'explique, il y a une belle interview d'elle aussi dedans, où elle explique en gros que, bon, déjà, pour elle, c'était une opportunité complètement dingue, elle faisait des arts martiaux depuis qu'elle était gamine et tout, mais c'est surtout que quand il a été question de montrer Wong Fei-Hung enfant, en fait, quelqu'un qui avait des capacités martiales pour pouvoir le faire, ce personnage-là, le gosse, il aurait été déjà beaucoup trop mature. Si tu veux, un garçon a été trop mature, trop musclé, presque trop machin, etc., et ils auraient pas joué sur l'innocence du personnage. Du coup, en fait, ils sont partis dans cette idée de prendre une actrice, et elle le représentait totalement, et elle est assez incroyable dans le film. Je veux dire, en termes d'arts martiaux, c'est assez fou ce qu'elle fait, quoi. Elle se défend super bien. Voilà, et donc là-dessus, en fait, tout ça, c'est les suppléments. Il y a aussi une interview de Tarantino d'une dizaine de minutes, mais ça, c'est d'époque où parce que le film a connu deux versions, et puis deux sorties vraiment en fait c'est-à-dire que quand il est sorti en 93 en Chine dans sa version complète, qui est la version qui est présentée ici, c'est 1h30 c'était comment dire un bide. Le film n'a pas du tout marché, il a fallu sortir très très vite, comme d'hab à Hong Kong. Tourner, monter, paf. Mais attends, j'ai entendu dire dans un autre article, alors, où est la vérité, je suis pas sûr, que en fait, Yuan Wuping voulait le sortir assez rapidement après le tournage, mais qu'au contraire, ça a été Tsuyark qui aurait repoussé la date de sortie pour inclure davantage de scènes de comédie à l'intérieur du film. Ce qui serait pas impossible, parce que quand tu regardes un petit peu comment le film est passé et pensé, et c'est vrai que, bon, certes, on voyait à la fois des ruptures de ton assez marquées dans le cinéma de Hong Kong, on pouvait passer pas nouveau, de la tragédie à la comédie, mais là, c'est vrai que quand j'ai eu ce truc-là en tête et que j'ai regardé le film, je me suis dit, il y a effectivement de la comédie qui apparaît des fois un peu comme un cheveu sur la soupe dans le film, qui est pas forcément amené, qui est là pour être comme ça, et qu'une des raisons pour ça, c'est ça qui aurait retardé le film, et puis finalement il avait suscité de l'attente et ça n'avait pas marché. Bon, en tout cas, le truc s'est passé, en tout cas, Tsuyark en parle de façon assez claire. Il disait on avait une deadline. Il fallait sortir le film en 93, voilà. Donc en gros la deadline a fonctionné comme ça. Le truc c'est que ça a été un bide quand c'est sorti à Hong Kong. Il a été acheté à l'international et sorti au début des années 2000, au moment où, en gros, le public occidental découvrait Yuan Wuping via Matrix et via surtout Tigre et Dragon. Et du coup, ça a été, alors, même si les deux films n'ont absolument rien à voir, au final, à part la présence effectivement de Yuan Wuping, t'as quand même une version Tigre et Dragon. Bon, ça, on fait pas un podcast sur ça, mais Tigre et Dragon, c'est quand même une version finalement assez soft. En fait, du Wuxiapian, tu vois. Occidentalisé, on va dire. Voilà, on va dire de trucs où finalement, en fait, c'est ce que raconte Tarantino, d'ailleurs, c'est un des points intéressants de son interview, c'est qu'il dit, voilà, c'est une bonne entrée en matière pour le public occidental, qui n'a pas, entre guillemets, qui n'a pas l'habitude de cette espèce de schizophrénie
du cinéma hongkongais, cette boulimie en fait dont tu parlais là, c'est-à-dire ce truc en fait sans aspérité, enfin avec aspérité où tout partait dans tous les sens, etc., tu vois. Et t'avais de l'humour, t'avais de la comédie, t'avais de l'action, t'avais de la violence, t'avais du drame, t'avais tout quoi en fait. Ils voulaient tout le spectre des émotions en fait dans ce cinéma-là quoi. Et c'est même ce qui nous excitait énormément. Hein. Moi je sais pas comment t'as découvert toi le cinéma de Hong Kong enfant, enfin jeune, tu vois. Ouais. Bah écoute, moi je l'ai découvert vraiment, mais ça, on en avait déjà parlé dans d'autres cas, mais je l'ai découvert comme beaucoup en lisant les magazines qu'on lisait tous quand on était gamin, les Starfix, les tout ça, où je commençais à entendre parler de trucs comme ça. Et puis dès que je suis arrivé à Paris, moi je me rappelle, c'était direct, j'étais hystérique, direct quartier chinois. Moi j'achetais les Laserdisc, Musica, non sous-titrés, Je me rappelle que j'avais vu Il était une fois en Chine, à toute épreuve, tout ça sans sous-titres, sans rien comprendre, mais juste j'étais bluffé par la réal. Et puis après, c'est devenu... moi, je suis devenu complètement boulimique. C'est-à-dire que vraiment, tous ces films, j'ai tout bouffé de cette période-là. Et même des films qui sont toujours pas sortis aujourd'hui. Des films avec Samung qui ont pas droit à des sorties DVD que j'ai gardées encore chez moi en VHS parce que je sais qu'ils n'existent pas ailleurs, tu vois. Et celui-là, ça faisait partie des super surprises parce que bon, on était tous mélangés. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté la folie de ce cinéma-là en termes d'inventivité visuelle, mais même scénaristique, ce mélange des genres permanent, ces idées incroyable où on n'a pas les moyens de les faire mais on les fait quand même et ça devenait complètement dingue et t'avais tout ça, on bouffait tout ça et donc il y avait aussi une espèce de galvanisation sur le personnage de Wong Fei-hung qui fait que bon, même si t'avais un film beaucoup moins bien qui était une fois aussi à partir du moment où c'était Wong Fei-hung, j'allais le mater, je kiffais donc, mais celui-là faisait partie des bonnes surprises. Alors du coup ça m'a vachement plu de le revoir avec ça faisait une paye que je l'avais pas vu et je trouve qu'il y a quand je dis il est attachant, c'est-à-dire que au-delà de ce qu'on sait déjà sur cette époque, c'est qu'on a quand même là, pour le coup, affaire à des artistes martiaux de folie furieuse. C'est-à-dire que là, Donnie Yen, il a beau se la péter, comme tu dis, mais non, mais alors, on va en parler parce que c'est un truc qui est assez intéressant. Ouais. Je vais terminer sur un truc. C'est-à-dire que t'as le film qui est ressorti du coup aux États-Unis, Miramax, qui est devenu, chez Miramax, une version édulcorée, mais qui est devenu un succès. Ouais. Donc c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'en fait, parce qu'à Hong Kong, on sait comment les mecs ils traitent leurs films, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Tu vois, donc en fait, ils les jettent à la poubelle une fois que c'est réglé, puis là, d'un seul coup, ils se sont dit, ah putain, on a un Whooping, on a Donnie Yen, machin, etc. Là, on le sort, tu vois. Et en gros, bah, t'as Whooping qui a eu l'Oscar et tout, tu vois, à l'époque, je crois. Enfin, tous ces trucs-là, et en gros, ça y est, c'était parti, c'était devenu une espèce de Hong Kong mania un peu tardive hein, pour Hollywood, quoi. Mais c'était de cette époque-là, quoi. Et effectivement, bah, les Donnie Yen, les mecs comme ça, se sont retrouvés dans les films américains. Donnie Yen, il apparaît dans Blade 2. Hein, voilà. Quand je dis qu'il se la pète un petit peu dans le bonus, c'est que donc déjà, il fait le kéké à les lunettes et tu vois, bien sapé, etc. Mais surtout, il y a un truc qui est assez dingue, en fait, quand tu revois le film aujourd'hui. Je crois que quand on regardait ça à l'époque, on avait l'habitude, tu vois. Mais c'est en fait la précision et la rapidité absolue des coups. Sans même parler uniquement des chorégraphies qui sont dingues, hein, parce que Yuen Woo-ping, c'est le réalisateur du film, c'est évidemment le chorégraphe du film. Yuen Woo-ping, c'est surtout un chorégraphe à la base, hein, mais il a fait quand même pas mal de films en tant que réalisateur. Pour moi, c'est pas le meilleur réalisateur au monde. Voilà. Par contre, en termes de c'est le meilleur chorégraphe. Enfin, meilleur chorégraphe, en tout cas, dans pas forcément pour moi, mais il a fait des chorégraphes. En tout cas, t'avais deux écoles à cette époque-là énormes. Bon, je mets Sammo Hung de côté, mais t'avais deux écoles en fait énormes entre lui et Korean. Tu vois, pour moi, c'était même pas, c'est sans commune mesure. Quoi. Ouais, mais alors si tu le compares à Korean, c'est sans commune mesure. Si tu le compares à Liu Liang, c'est pas tout à fait. Ah, évidemment. Bon, voilà, mais là, c'était déjà une autre génération. C'était une autre génération, mais les deux grandes écoles qu'il y a toujours eu. Mais bon, après, ça a été aussi ce côté période, mode qu'il y a eu. T'avais la mode de l'art martial, entre guillemets, je dis bien réaliste, c'est-à-dire, mais vraiment la prouesse des mouvements, la prouesse de la chorégraphie en tant que telle. Et puis après, t'as eu des délires. Alors, on a un peu trop, d'ailleurs, à un moment donné, confondu Yuen Woo-ping avec le chorégraphe de l'inventivité délirante, c'est-à-dire les personnages qui volent dans tous les sens, câblés, la chorégraphie câblée qui défie les règles de la pesanteur. Mais le mec a quand même fait dans certains films, pour moi, Il était une fois en Chine en est la preuve, et c'est quand même la scène finale, il y a quelques passages au sol entre Jet Li et son opposant qui sont monumentaux en termes de chorégraphie. Il a fait celle de Fist of Legend avec Jet Li aussi, qui était quand même beaucoup plus respectueuse des vrais combats martiaux. Après, moi, je me remets jamais des chorégraphies de Drunken Master 2, donc évidemment, de ce côté-là. Mais bon, c'est un autre film. C'est un autre genre, c'est un autre film, c'est un autre style, et aussi en plus, enfin, moi j'adore Drunken Master 2, hein, c'est limite le meilleur Jackie Chan, hein, mais
Le truc avec Drunken Master 2, c'est que bah, là, tu vois aussi, il y a eu le fight entre Jackie et Liu Liang. Hein. C'est un truc sur lequel ils se sont foutus sur la gueule. Hein. C'est très connu, ça aussi. Mais en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça et par rapport à Donnie Yen, c'est que t'as la précision et la rapidité des coups. Et là, en fait, t'en viens à te demander aujourd'hui. Moi, à l'époque, je me bouffais ça sans même réfléchir. Mais justement, quand tu le vois, en fait, dans les bonus à côté, en train de faire des prises tout le temps, à faire le kéké, machin, etc., tu te dis, mais t'es pas aussi rapide, mon gars. Alors, certes, il y a 10 ans d'écart entre les deux, entre le moment où il a interviewé et le moment où il a tourné le film. Mais moi, je me pose la question, en fait, aussi de est-ce que les mecs ne jouaient pas, et surtout, encore une fois, Yuen Woo-ping, à la limite, il sait tellement ce qu'il fait, si tu veux, est-ce qu'ils n'ont pas joué, en fait, sur les vitesses de défilement de la pellicule à l'époque, en fait, pour accélérer les mouvements. Alors, t'as des trucs où c'est évident. Hein. C'est évident. Il y a des trucs où c'est évident, mais t'en as d'autres où c'est presque, j'ai pas envie de dire subtil parce que le mot est peut-être un peu fort. C'est un peu subtil, ça se voit, t'as l'impression que ça l'est pas. Il y a une vitesse, il dégaine son coup de coude là, c'est incroyable quoi. Ouais, mais il y a, enfin, tu sais, on a tous le fameux exemple de Jet Li, L'Arme Fatale 4, où ils ont été obligés de demander à Jet Li d'aller moins vite dans ses mouvements parce qu'ils n'arrivaient pas à les capter à l'écran. Non, les mecs, ils sont super rapides. Après, là, c'est vrai qu'ils ont tendance parfois à accélérer. Après, cette notion de rapidité... Accélérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu sais, par exemple, au lieu de tourner à 24 images secondes, ils vont tourner à 28 ou 30, si tu veux, ce qui fait que bam, tu vois, ça part tout de suite, très vite, et tu mets le bon bruitage, là, tu vois, qui va avec. Après, moi, ce qui m'a toujours plus bluffé, au-delà de la rapidité, c'est les axes. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est les axes de caméra, c'est la façon dans le montage où il y a toujours une forme de rendre... faire du personnage Nikon avec, dans la vitesse à laquelle va la fight, le personnage qui va tomber sur une table et la caméra va faire immédiatement elle va se baisser en caméra portée pour lui donner une posture martiale. Il y a des trucs qui sont typiques de cette époque-là. Même l'opérateur et le cadreur c'était des cascadeurs aussi les gars quoi. Non mais c'est ça. Mais il faut quand même préciser que là on est vraiment quand même dans la phase Yuen Woo-ping ultra câblé, il faut quand même le dire. Il l'a été moins avant. Dans celui-là, il y a des trucs qui sont absurdes. Tu vois la première scène où il saute sur la tête des mecs avec les inserts sur les tatanes qui font ça, c'est très bon. Mais ça c'est un super gag. Mais c'est un super gag. Mais parce qu'en fait il fonctionne bien. En fait c'est-à-dire qu'à la limite tu vois tu comprends au milieu du truc en un plan en fait le gag sans problème, tu te dis pas c'est ridicule, tu te dis c'est voulu, c'est drôle, c'est fun, tu vois. Alors que mais tu vois les câbles en fait parce que la copie est très propre et donc du coup en fait tu vois tous les câbles à mort. Alors moi je l'ai pas vu sur cette copie remasterisée là. Moi t'as récupéré ton vieux DVD. J'ai rematé mon vieux DVD. Ton vieux VCD. Ton VCD. Mais ce qui peut apparaître un peu absurde dans ces moments-là, ça touche à la grâce dans d'autres moments qui pour moi aussi sont typique des trucs de cette époque, c'est le moment où c'est censé te révéler, mais bon, on l'avait compris dès le début, mais bon, c'est censé te révéler que Yu Hongguan, c'est le Iron Monkey et que la femme qui est avec lui, elle est aussi bonne en kung-fu que lui et ils sont chez eux et il y a des papiers qui s'envolent et ils se jettent dans les airs pour rattraper les papiers, en refaire une pile et que la scène se conclut avec la nana qui donne un petit coup de pied derrière et t'as le banc qui fait c'est génial. Rien que le concept, les cadrages, la façon dont c'est pensé à ce moment-là, moi j'avais l'impression, c'est toute cette époque qui me revenait, qui revenait à la gueule. T'as pleuré un peu? Ah mais ça m'a touché. C'est-à-dire que bon, je redécouvrais à quel point tout était poussé dans les potards en termes même de naïveté, de bad guy caricaturaux, de tout un truc. D'ailleurs, il dit... ça va avec le sujet. Hein. Oui, exactement. Avec tout ce truc aussi auquel il fallait s'habituer. Je m'en rappelle à l'époque, la première fois qu'on regardait ce film, il y avait des éléments culturels auxquels on n'était pas du tout habitué. Tu vois, le truc que tous les gens qui découvraient pour la première fois le cinéma de Hong Kong à l'époque, on se disait, mais c'est quoi ce délire sur les mecs qui ont des verrues avec des poils et ils passent leur temps à caresser leurs poils ou... C'est quoi ce délire avec la bouffe où t'as l'impression qu'ils mangent du riz mais ils en mettent la moitié à l'extérieur? C'est quoi? Tu vois, et c'est des codes. C'est-à-dire l'animalité, comme ils disaient très justement ceux qui ont écrit le petit livret, c'était quelque chose, le rapport à la bouffe, le rapport aux conventions sociales, comment on tisse l'amitié. On le voit dans ce film, on voit toutes ces scènes-là, du rapport à la nourriture, du rapport à tout ça qui était intéressant. Il y avait ça, et puis il y a l'humour, et qui est extrêmement particulier, qui des fois pouvait sembler potache, et puis des fois faut aller le chercher, faut aller le comprendre, quoi. Ouais, cette façon, parce que tu dis méchants caricaturaux, certes, mais par exemple, si tu veux, il y a cette façon de se moquer aussi des puissants, tu vois, toujours, et se moquer des mecs obséquieux. C'est plutôt le côté naïf, le côté, la vision extrêmement naïve du truc, quoi. Mais ça manque un peu au cinéma aujourd'hui. Ah oui, c'est-à-dire que, en fait, parce que... archétypes simples, en fait. Ouais, puis tu peux le faire avec j'allais dire une absence de sophistication, c'est pas vrai, parce qu'en fait, justement, si tu le traites avec un certain recul, tu vois, tu peux justement, en fait, avoir le bon ton.
Mais ça, je Et suis d'accord. là-dessus, en fait, mine de rien, à Hong Kong, ça se faisait tellement vite ces films-là et ça se faisait tellement machin Et- qu'il et- n'y avait pas de réflexion, T'avais pas de réflexion. au-delà du comment ce qui est on appelle ça, même, du cerveau. Ce qui est même assez étonnant, moi j'ai trouvé en revoyant le film, je me suis dit au-delà de cette naïveté et de ce côté très blanc-noir des personnages et de leur interaction, la structure narrative pour des films tournés hyper vite, tout ça, fonctionne plus trop bien sur la base d'articulation très très simple. C'est-à-dire que chaque petite motivation qui va faire que les personnages ne peuvent pas se supporter ou alors se rapprochent ou alors se font trahir et il se passe un truc, c'est simple et c'est carré, ça arrive au bon moment, c'est cohérent et ça se déroule très très de manière très fluide, je trouve, quoi, tu vois. Ça, c'est un truc qui m'intéresse. Et il y avait un autre truc qui m'a fait plaisir de revoir parce que comme je connaissais le film, je regardais moins cette fois l'histoire, si tu veux, que. Et alors moi, c'est vraiment cette, tu sais, c'est comment te dire, il y a des époques où il y a des styles, il y a des modes qui se déterminent par leur ambiance, au-delà de simplement la mise en scène. Et là-dedans, dans celui-là, c'est un condensé de ce qu'on a aimé à une époque, mais ne serait-ce que par son décorum et par les artifices utilisés pour donner de l'atmosphère avec 3 fois rien. Tu vois, donc tout d'un coup, ça m'a sauté aux yeux, ces espèces de... on a 3 décors. On filme en contre-plongée en permanence. On fait des jets de feuilles pour donner l'illusion des éléments et de la pluie, du beau temps, du vent. Tu vois, ces structures en bois qui deviennent systématiquement un élément. Donc il y a une notion organique en fait sur les éléments qui donnent chair à des films où finalement quand tu regardes avec recul tu te dis ils pouvaient être tournés dans 50 mètres carrés dans un coin de studio et ils arrivent à rendre ça vachement organique justement par plein de petits effets malins. Et c'était ça qui déterminait le cinéma, c'était le côté malin. C'est la différence après entre les réalisateurs, on va dire. J'ai pas envie de dire fonctionnel parce que Yuen Ping c'était pas non plus fonctionnel, mais en fait c'est pas Tsuyark. Non. Là, c'est pas, tu vois, ces gens-là. C'est la différence, en fait, entre un Wu Ping et un Tsuyark qui, pour le coup, lui, était dans les fastes, en fait. Ah ouais, clairement. C'est-à-dire que lui, il était vraiment dans un truc épique, etc. Ah oui, les etc. paysages. Là, Ouais. t'as pas de paysage, tu regardes, Non, t'en as pas. c'est ça, ça pas se du passe tout. dans le petit village, quoi. Ouais, voilà. C'est-à-dire, Enfin, et dans une rue, quatre- quoi. Une rue, 3D. et dans 4 baraques. Voilà, exactement. Et sur t'en as les- plein qui ont été faits de cette manière. Tu regardais justement les close hostiles, les trucs faits par Wong Jing, les Fong Sai-yu. Ouais, mais ça, c'est des De séries. mémoire, ça, c'était pas des trucs. Mais c'est des séries Z, ça. Hein. c'était l'exploitation. Ouais, C'était ouais. l'exploitation du film en costume à la suite du succès d'Il était une fois en Chine. Et par contre, tu te remates le Taishi Master. Dans mes souvenirs, je l'ai pas revu depuis longtemps, mais Taishi Master était un film beaucoup plus aéré. C'était un film qui était beaucoup plus dehors, Aussi avec plus de paysages, de Yuan et Wu-Ping. toujours de Yuan Wu-Ping. Qui, pour le coup, était sorti en salle. Parce que Iron Monkey, je crois pas que ce soit sorti en salle chez nous. Mais à un moment donné, il y a eu aussi pas mal de sorties chez Il y a eu nous. quelques films. C'est-à-dire, par exemple, Fist of Monté. Legend, il a fini par sortir. Alors, c'est Yu Ping à la chorégraphie, mais c'est Ouais. Gordon Chan à la réalisation. T'as eu Taishi Master aussi au début des années 2000. T'as eu tous ces films-là, en fait, qui ont commencé effectivement à sortir sous l'impulsion d'HK, sous l'impulsion de tous ces sorties-là. quoi. HK, ils avaient fait un truc génial. Ouais. Et cette notion, si tu veux, de signature de film, que tu retrouvais d'ailleurs dans la notion de signature HK vidéo, moi j'avais un peu participé à l'époque et je trouvais ça génial d'avoir cette approche graphique pour défendre une collection d'un certain type de film hongkongais d'une époque. Et c'était d'autant plus pertinent quand tu revois ce genre de truc, parce que quand tu vois Iron Monkey, tu penses à tout plein d'autres films de HK, tout plein de films d'exploitation qui sont sortis, parce qu'il y a eu les purs films de kung-fu comme ça, mais t'avais les Sword, les Wuxiapian, les Evil Cult, les Temples du Dragon Rouge, les New Legend of Shaolin, enfin plein qui étaient à chaque fois des films, bon, on connaît la mécanique de tourner à la va-vite et tout ce que tu veux, dans des tout petits décors, et du coup ça te rappelle, c'est une forme c'est ça qui est génial. C'est quand tu vois que Yuan Wu-Ping était quand même un mec qui a fait ses armes dans les films de Chang-Chi à une époque où on tournait quand même aussi beaucoup en studio, où c'était carrément une ville cinéma avec les ouvriers qui vivaient sur place, où on avait quelques extérieurs de temps en temps qu'on surexploitait dans les abords de Hong Kong, et de te dire qu'ils ont continué cette espèce de tradition-là, mais avec une caméra virevoltante à l'intérieur de décors encore plus petits. Il y a quelque chose de... Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça hyper attachant, j'adore ça, quoi, en fait. Mais... Et puis, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Christophe Gans, en fait, qui a initié aussi vraiment ce mouvement-là. Ah bah, évidemment, il y avait Starfix à l'époque, ils en parlaient dans ces magazines-là, mais en fait, dans les années 90,
quand nous on a commencé à regarder tous ces trucs, en fait on allait chercher les laserdiscs, les machins, on en faisait, je le dis ouvertement, on prenait les lasers avec mon pote Manu, il se reconnaîtra quoi, s'il nous écoute, et en fait, et on prenait les lasers, on les mettait sur VHS en fait pour pouvoir les voir et les garder parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter 500 balles le laser et tout, et t'avais Gans qui 1 ou 2 ou 3 ans après en fait si tu veux sortait sur les écrans une rétrospective Tsuyark en fait où tu pouvais voir en 35 etc et c'était incroyable en fait, tu pouvais voir des films que tu voyais que en laser un peu pété quoi. Pour moi le mec il a fait énormément pour ça. Moi à l'époque où j'avais bossé, alors moi j'avais bossé un peu plus sur déjà ce qui commençait à être un peu la fin de HK. Ils avaient commencé avant et moi il était venu me chercher parce que il voyait que j'écrivais sur le cinéma de Hong Kong et que je bossais dans le jeu vidéo. Et il avait déjà aussi cette perception des influences qui passaient, qui allaient se croiser, en fait, qui allaient se croiser entre je me rappelle parmi les premiers textes que j'avais dû écrire dans HK, c'était justement tu sais sur les Storm Riders, ces trucs qui étaient déjà des Wuxiapian mais à la sauce un petit peu PlayStation, tu vois, ça c'est quand même très mauvais hein, mais bon. Oui c'est mauvais mais je veux dire il avait cette perception de ces influences croisées, donc c'était vraiment pour le coup un passionné qui immédiatement voulait une réflexion sur ces influences croisées, ce qu'elles allaient donner et tout ce que tu veux. Donc il a été une impulsion incroyable à ce moment-là. Et moi quelque part je vivais mon rêve à cette époque-là parce que j'étais là, j'adorais le cinéma de Hong Kong, je me retrouvais tu vois à bosser pour le truc qui en parlait avec un mec qui était vraiment passionné par ça. Non, c'était une chouette période. Et c'était quelque part, tu vois, c'était après Starfix, t'avais l'impression de voilà, dans boost nouveau de critiques qui avaient envie de découvrir des choses nouvelles et qui avaient envie de partager ça presque vraiment, même quoi. un peu trop des fois hein. Moi j'ai l'impression qu'à cette époque-là il y avait des gens qui cherchaient impérativement à te vendre le nouveau John Woo, le nouveau truc, le nouveau The Killer, oui, t'as toujours des dérives, mais t'étais animé quand même aussi. Il y avait alors après non, mais ce que je veux dire c'est que chaque nouveau grand film de Hong Kong ou film coréen en fait devenait le nouveau sûr. The Killer, tu vois, et tu te dis bon. Mais ça c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et puis t'as toujours des mecs qui ont toujours couru après d'autres. Moi, je peux te dire que, en tout cas, quand je suis arrivé à HK, les gens qui étaient à HK, ils kiffaient vraiment ça. Non, bien sûr, et vraiment, on était, il y avait un partage sur cet amour du cinéma qu'on avait envie de transmettre et c'était pas fait à des fins de toujours trouver le dernier truc. Après, peut-être ça. Non, et puis il faut le dire. En fait, il y a le truc. Alors, on est content. Effectivement, encore une fois, on est content que HK. Tu après, vois, ça me fait chier qu'ils aient pas conservé, tu vois, une espèce de charte graphique comme ils avaient de HK. Alors après, sans doute. Mais ça, c'était 20 ans. Je sais bien. Mais c'était chouette, cette façon de le distinguer. Ça te il y a cet autre truc où, par exemple, si tu veux, on le voit, hein, je veux dire, aujourd'hui, t'as un autre gros éditeur, en fait, hein, qui ressort tous les films de Hong Kong, qui ressort tous les films asiatiques, etc., qui est notre pote Antoine chez Spectrum Film. Exact. Et en fait, c'est un travail qui est pareil, en fait, c'est un travail qui est différent aujourd'hui, puisque en fait, c'est plus forcément. Alors, si, il y a quand même un côté dénichant chez Antoine, tu vois, mais en fait, il y a un travail, comment dire, aussi de restauration et de remettre en avant en fait tous ces films qui ont un petit peu disparu et voilà, et donc de négociation parce que et quand de négociation on parle avec parce lui que c'est un enfer voilà, au niveau des droits et tout ça, c'est hyper compliqué apparemment. Donc parce que à une époque où tous les gens en fait si tu veux achetaient à tire-larigot du Johnito, des trucs etc., etc. comme ça, bah lui en fait d'un seul coup il remet ça tout sur son label, en fait il récupère tous ces droits là, il va bientôt sortir leur faire des armes aussi de Tsuyark, voilà, enfin un chef-d'œuvre quand même absolu quoi. Clairement. Donc voilà, c'est vraiment des comment dire, c'est vraiment des éditeurs à soutenir pour en fait voilà définir ce que alors comme nous on travaille beaucoup avec lui, c'est vrai qu'on parle pas énormément en fait quoi, sauf quand on fait des podcasts pour lui, pour ses sorties, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup. Un digne héritier, puis pour le coup, il aime vraiment ça aussi. Et puis c'est un vrai passionné de ouf. Moi, j'ai eu quelques conversations avec lui, j'ai fait quelques petits bonus pour ses éditions, et il comprend bien qu'il est dans un truc de niche dans lequel il faut plus forte raison aujourd'hui. Plus forte raison aujourd'hui, mais il fait un boulot. Si lui ne le faisait pas aujourd'hui, on aurait tout un pan de ce cinéma asiatique qui n'existerait plus. Ouais. Alors moi des fois je lui en ai parlé, je lui dis putain mais tu vas sortir ça parce que je sais qu'ils sont sortis nulle part et il se bat pour certains trucs et c'est pas évident du tout, mais il y a des perles, je te jure, il y a des perles de cette période-là qui mériteraient vraiment d'être restaurées, revues et voilà quoi. Voilà. Mais, donc bon, pour te dire, hein, moi j'ai gardé toutes mes VHS de HK. J'ai dégagé toutes mes VHS que j'avais chez moi, les seules que j'ai gardées c'est les VHS de HK. C'est dingue. Il va avoir les larmes aux yeux. Non, mais parce que pour moi, c'est une partie importante de ma vie cinéphile. Cinéma de Hong Kong, c'est... Pour terminer, ton fight préféré dans celui-là?
Mon fight préféré dans celui-là, moi j'adore, mais je le regarde pas comme des fights. C'est-à-dire, j'adore les moments où ça vole dans tous les sens, ça me fait rigoler et tout ce que tu veux, je l'accepte parfaitement. Mais je préfère quand c'est au sol et quand c'est du pur kung-fu. Donc les premières scènes avec Donnie Yen qui se tape des mecs avec son, cool, ça va vite. Ça va vite, c'est percutant. Il y a des mouvements qui sont excellents et voilà quoi. Ça, j'aime bien le fight en fait. Final. Avec Wong Fei-hong en fait qui apparaît, qui passe à travers la fenêtre et qui commence à latter les mecs et tout ça. Ouais, ça c'est sympa aussi. En fait, ce qui est de fun, c'est que c'est un gamin et en fait, tu sais que c'est Baby Wong Fei-hong, tu vois. Donc normalement, tu te dis, ok, je veux dire, est-ce qu'il va vraiment pouvoir. Et si, il le fait quand même, tu vois. T'as quand même ce truc en fait où c'est Wong Fei-hong. Ah, c'est quand t'as vu les Jet Li et tout Bien ça, sûr. tu te dis c'est cool en fait d'avoir ce petit moment, quoi, tu vois. Puis après c'est moins parce que dans le sens où c'est de l'art. C'est plus rapide, hein. C'est court. Il y a plein de choses, il y a plein de fights. En plus, il y a plein de fights de plein de styles différents dans le truc. Mais la fight finale avec les poteaux, c'est cool. Voilà, aussi, mais elles ont toutes une espèce de comment dire. De réexploitation de ce qu'avait transcendé Tsuyark à l'écran. Donc tu vois la scène avec la nana qui est à moitié brûlée là, ou je sais pas quoi, qui est une revisite de la fight sous la pluie dont il était une fois en Chine. Moi, le mec qui joue le méchant d'Il était une fois en Chine et qui joue d'ailleurs le méchant dans Iron Monkey, je trouve que c'est une brute mais hallucinante ce mec. Je retiens jamais son nom, pourtant c'est dramatique quoi. Mais en termes martiaux, je trouve qu'il a une classe quoi, mais incroyable. Donc lui, dès qu'il apparaît à la fin, moi je suis hystérique. Puis dès que tu me parles de la pomme de King Kong et tout, moi, je suis à fond les bananes. Je trouve ça génial quoi. Et pour moi, c'est vraiment c'est des madeleines, tout ça. Ça, c'est des madeleines. Voilà, bon, et c'est vrai que celui-là, pour ceux qui ne connaissent pas Iron Monkey ou qui ne connaissent pas beaucoup de cette période-là, c'est un des films d'exploitation, on va dire, sous Wong Fei-hong, qui est un des plus réussis, clairement, pour moi, de l'époque. C'est c'est moi. Bah après, voilà. Enfin, le truc, c'est que si tu enlèves les films originaux de la saga. Ah oui, non, c'est ce que je dis. Déjà, pour moi, le modèle, c'est Il était une fois en Chine. Et derrière, t'en as eu une flopée. Et parmi la flopée, celui-là est un des meilleurs. C'est un chouette film. Il n'y a pas photo. Quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Donc ça y est, on a réveillé l'enfant intérieur de Yannick. Merci Yann. Bah, il n'y a pas de souci. Merci à la technique. Merci les gars. On refait des films asiatiques quand vous voulez. Hein. Avec plaisir. Parce que moi, je suis très pro-film asiatique et pro-film indien. Hein. Les gens, ils sont encore trop bloqués américains. À un moment donné, il faut leur dire, vous avez trop de merde, maintenant, passez à autre chose. Quoi. Cette problématique, en fait, où c'est vrai qu'il y a tout un pan chez Stéroïde, on a fait plus de 120 émissions, en fait. Ouais. Mais en fait, à chaque fois qu'on a fait des émissions sur le cinéma asiatique, ça ne marche pas. Mais c'est très peu en fait, si tu veux. Mais parce que c'est passé de mode en fait. C'était une mode en gros à une époque. Il faut. Mais les gens qui nous regardent ne sont pas des gens qui suivent les modes. Non, mais on a un noyau dur. Des gens intelligents, curieux. On a un noyau dur. Non, mais bien sûr, il y en a un noyau dur qui comment dire, qui nous suit là-dessus. Mais tu vas faire. La dernière fois, tu m'as proposé qu'on fasse Barbarian. Si tu crois que ça va revenir plus. Ouais, mais ça, tu vois, en fait, il y a moyen de rigoler, quoi. Tu vois mais ça, on va se marrer, c'est sûr. Mais c'est pas un film asiatique. Non, c'est pas un film asiatique. Ouais. Donc tu veux dire que les gens sont racistes envers les Asiatiques et les Indiens, pas du tout, en fait. C'est ça que t'es en train de dire. Bravo. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais bravo public. Alors déjà, les films indiens, faut qu'on arrive à les trouver quand même. Hein, non, ça, je comprends. Pas tous, les films indiens, c'est très chiant à trouver. Et l'autre truc avec ces films-là, c'est que oui, là, en fait, en gros, l'occasion fait de larron. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, ça sort en vidéo, donc on en parle, quoi. Tu vois, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller l'acheter, ils peuvent le trouver sans problème. C'est la meilleure édition possible, tout va bien, quoi. Ouais. Mais le problème, je vais aller l'acheter d'ailleurs. C'est que, en fait, en gros, sorti de ça. Si tu veux, si on va se mettre à parler d'un vieux truc qu'on a kiffé, si tu veux, à l'époque, je sais pas moi, tu vois, même si c'est sorti chez HK à l'époque, même si c'est sorti chez Antoine, ça reste des éditions limitées. Antoine, il sort tout ça à 1000 exemplaires. Hein. Je sais. Ils vendent pas, ça marche plutôt bien, hein, mais je veux dire, ça s'écoule pas en 2-2, quoi, tu vois, donc voilà, quoi. C'est sûr. Donc pour nous avons des paramètres à prendre en compte, en fait. Non, mais tout à fait, mais en fait, ça veut pas dire qu'on va pas en parler, puisque à un moment donné, voilà. Pour un petit peu améliorer ça, on peut engager les gens à s'abonner en fait sur notre chaîne YouTube par exemple, si tu veux, parce que plus il y a de vues, plus on est montré, et plus voilà, c'est aussi une façon de nous soutenir, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a une autre façon de nous soutenir qui est en gros là qui est un peu plus financière, en l'occurrence, qui est Tipeee, Patreon, KissKissBankBank. En fait, on a des comptes là-dessus. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez venir nous mettre une petite pièce, on vous remercie, quoi. Mais c'est vrai que voilà, en fait, tout à un moment donné, on n'est pas encore dans un espèce de système où, quel que soit le film dont on parle, en fait, si tu veux, je veux dire, l'émission est cartonne. Donc le truc, c'est qu'on essaye quand même de faire un peu des deux. Et c'est vrai qu'il y a tout ce pan-là de cinéma où il faut qu'on en parle, quoi. C'est obligatoire, quoi. Donc voilà. C'est tellement plus fun
et inventif que tout ce qu'on voit débarquer au Que Expendables 4, tu veux dire? Et Voilà. voilà. Bon. C'est ça. Arrêtons-nous là parce que ça va revriller. Oui. Voilà. Merci Yannick, merci Alain Mercier à la technique, à la production, et merci à vous tous qui nous suivez. On se dit à la prochaine avec un prochain film. Ciao.